Bienvenue dans Parole de formateur. Cet épisode 9 est consacré à Christophe, un formateur co-responsable d'un organisme de formation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous voici dans Parole de formateur et aujourd'hui, j'ai la chance de donner la parole à Christophe Broy. Alors, Christophe, bonjour. Donc, je te laisse te présenter. Qui es-tu et quelle est ta profession? Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Cécile, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Christophe Broy, je suis kinésithérapeute. J'exerce dans un cabinet libéral à Metz, donc dans la région Grand Est. Ok. Et tu as on va dire, une patientèle un petit peu particulière ou c'est un peu de tout venant ou tu as une population un peu plus restreinte dans Alors, tes patients? moi, tout à fait, ma patientèle, c'est une patientèle uniquement de musculo-squelettique. Je fais du musculo-squelettique maintenant depuis pas loin de 10 ans où je me suis un petit peu concentré là-dessus. Et dans le musculo-squelettique, il y a une bonne moitié de patientèle sportive, donc la Ok. kiné musculo-squelettique et kiné du sport. Ok, super. Et donc, il me semble que tu n'es pas que kiné, hein, j'ai entendu dire que tu faisais un petit peu de formation. Ouais, c'est. Dis-moi. Alors oui, alors je fais surtout, enfin surtout de la formation continue. C'est-à-dire que j'ai moi-même créé un organisme Kiné Co dans la région Grand Est et j'interviens aussi avec une dizaine d'organismes de formation en France où on travaille en collaboration. Ok. Et tu fais quoi comme type de formation? C'est quel thème, toi, en Alors, général? moi, j'ai un peu deux grands domaines. Le premier, c'est un peu en rapport avec la thérapie manuelle, notamment les points trigger et le dry needling. Et la deuxième, c'est une formation un petit peu plus transversale sur on va dire, la rééducation, la prise en charge des fasciopathies plantaires et un peu plus largement de toutes les douleurs qui se localisent autour du talon, à la fois chez des patients non sportifs, mais aussi chez des patients sportifs. Ok, super, c'est très clair. Donc, tu as un petit peu les deux casquettes quand même, c'est-à-dire que tu es formateur et aussi responsable d'organisme de formation, quoi. Tu as, Ouais, quand ouais, même, je suis voilà. cofondateur et co-gérant d'un organisme de formation, donc on fait ça à deux, mais ouais, je vois un peu les deux versants quand même de la formation. Ok, super. Bon, alors, donc on va commencer les questions. Par rapport aux formations que tu fais, euh, les personnes que tu formes, c'est que des kinés, c'est quelle population à peu près que tu rencontres, toi? Alors, les apprenants que je retrouve en formation, ça reste quand même majoritairement des kinésithérapeutes, Ok, que ce soit sur les points trigger, le dry needling, c'est des kinés. Maintenant, dans la formation sur les fasciopathies, comme c'est une formation au niveau donc, du pied, oui, on a, je dirais assez régulièrement, des podologues ou même parfois des coachs sportifs. De temps en temps, des entraîneurs, notamment je pense au niveau de la course à pied, mais je dirais une grosse majorité des apprenants restent des kinésithérapeutes, ce qui est quand même la cible de beaucoup d'organismes hein, de formation. Donc, mais parfois, alors rarement de temps en temps, on a des médecins du sport, podo de plus en plus et kinés surtout. ok, ok, super, bah, parfait. Alors, première question. Quelle devrait être selon toi la compétence phare d'un formateur et pourquoi? Alors, alors, il en faudrait plusieurs, mais comme tu me demandes d'en retenir Ouais, qu'une, euh, alors moi je dirais que c'est la capacité d'adaptation. Alors je sais pas si on pourrait appeler ça l'adaptabilité, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas ouais, avoir tout à une fait. bonne capacité d'adaptation parce que t'as beau avoir préparé ta formation, tu as beau l'avoir la trame, le plan, l'organisation dans ta tête. Je dirais ça se passe rarement comme prévu. Et pas forcément dans le mauvais sens du terme, hein, mais c'est que Hmm. tu prends la même formation que tu vas faire 2 week-ends de suite. En fait, tu te rends compte que tu vas passer pour l'une plus de temps sur certains points, sur l'autre, sur d'autres points. Tout dépend vraiment des objectifs, des attentes des apprenants. Et ça, il faut savoir s'adapter. Parce que tu as des gens, parfois, tu as une populations qui sont intéressées beaucoup par le raisonnement clinique et l'évaluation. Donc, tu vas passer un peu plus de temps là-dessus. Et la formation suivante, les gens vont être plus focus sur le traitement ou le traitement Ouais. manuel ou les exercices. Et dans ce cas-là, donc, je dirais constamment, tu t'adaptes, c'est-à-dire que tu viens avec une trame, un plan, mais qui est extrêmement malléable et adaptatif. Donc, je pense il faut savoir, ouais, il faut savoir s'adapter au public, à leurs objectifs, à leurs Ouais. attentes, et puis dérouler non pas en fonction de nous, mais peut-être, enfin nous, du formateur, mais dérouler un petit peu ta formation en fonction des attentes et donc s'adapter au Ouais. public des apprenants que tu as en face.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et tu penses que c'est quelque chose qui est difficile à acquérir, cette adaptation? Parce que moi, j'imagine un formateur qui débute, je me dis que c'est sa crainte, justement, qu'il a envie que ça se déroule comme il a envie pour bien gérer le truc. Comment ça s'est passé pour toi? C'est tout de suite, tu t'es adapté assez vite dès que tu as commencé les formations. Je t'ai pas demandé depuis combien de temps d'ailleurs tu fais des formations, mais ça doit faire Non. quelques années. Ouais, alors ça fait 16 ans maintenant. Voilà. La première que j'ai faite, c'était en 2009. Donc, oui, au début, quand on te pose beaucoup de questions, quand il y a beaucoup d'attentes sur les premiers points du cours, Mm. ouais, tu te dis dans ta tête, je finirai jamais. On n'arrivera jamais à aller au bout, on n'arrivera jamais si on passe autant de temps sur tout ça, alors que j'avais prévu une séquence de 30 minutes et ça fait déjà plus d'une heure qu'on y est. Tu te dis, on n'y arrivera jamais. Mais en fait, on y arrive toujours parce que il y a parfois des choses sur lesquelles on peut passer un peu plus rapidement. C'est vrai qu'au début, et puis en fait, c'est vrai dans tout que tu sois Mm. formateur ou un autre métier ou même loisir ou autre, euh, quand tu débutes, quand tu bricoles, bah, tu vas passer du temps sur des choses. Le montage va pas se passer comme prévu, mais je dirais avec le temps et avec l'expérience, c'est clair que ça aide et on le gère beaucoup plus facilement. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, super. Très bien. Deuxième question. Peux-tu nous donner un exemple d'outil pédagogique que tu utilises très souvent et que tu as envie de partager, en fait, un truc que tu aimes bien? Alors écoute, il y en a un que je mettrais vraiment en avant, c'est les ateliers réflexifs. Ouais. Alors vas-y, explique-moi. Bah, en fait, c'est laisser du temps aux apprenants pour, on va dire, discuter, réfléchir autour d'une question. Alors, ça peut être un cas clinique, tu peux leur donner un bilan, voilà, peu importe, hein, ou des techniques de traitement. Qu'est-ce que vous feriez comme traitement sur tel cas? Qu'est-ce que vous feriez comme bilan dans tel cas? Ou même, voilà. Du raisonnement clinique, quelles sont les causes possibles d'une douleur de talon pour vous. Enfin, et en fait, laisser les gens réfléchir par petits groupes de 3 4 5 personnes, euh, bah, je trouve que c'est vachement intéressant parce que quand tu poses la question comme ça devant une quinzaine de 15 20 personnes et que tu poses la question, bah déjà, très peu de personnes vont avoir le courage de se lancer. Tu as toujours de Mm. peur de dire une connerie, d'être jugé ou de taper à côté. Alors que quand tu les mets en petits groupes, eh ben, tu te rends compte que très vite, il y a plein d'idées qui fusent, alors des bonnes, Mm. des moins bonnes, mais ça fuse. Et après, bah, tu fais un petit débrief par groupe et tu te rends compte que tu as quand même une certaine quantité et qualité d'infos qui ressort de ces ateliers. Alors, il faut juste les cadrer au niveau on va dire, au niveau du temps, du timing Oui, que c'est ce que tu, que, j'allais te dire. que tu Mm. donnes, parce que des fois, ça Mm. peut, de toute façon, tu fais le tour et quand tu vois que bon, bah, les idées divergent un petit peu du sujet, bon, bah, tu sais que c'est le moment de couper. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que même entre eux, il y a déjà souvent euh, mais ils apportent leur raisonnement, et puis ça discute, ça débat entre Ouais. apprenants déjà. Et puis ensuite, tu fais confronter un peu les idées des différents groupes. Et souvent, moi, j'en profite sur un paperboard bah, pour faire un peu un tableau, des colonnes ou des groupes, des cercles, et d'essayer de regrouper. En fait, nous, finalement, après, le boulot, il est déjà fait à la moitié ou même plus, et tu as juste un peu à organiser les idées qui sont sorties, Mm. les mettre un peu en forme, et du coup, bah, tu passes facilement 4-5 slides sur ton PowerPoint en disant, bah voilà, tout ça, ça a été fait dans l'atelier. Moi, je l'ai juste remis, ce qui était au Ouais. paperboard, c'est juste remis en propre sur le PowerPoint. Donc ça, c'est des ateliers que j'aime bien. J'essaye d'en faire, allez, un par demi-journée. Parce que, oui, ça, Mm. ça prend du temps, mais Ah ouais, tout à j'essaie, fait. j'essaie d'en avoir, allez, on va dire au moins 3 sur 2 jours de formation. Et puis ça coupe un peu aussi le rythme de ce Mm. côté, on fait, on pratique de la théorie. Et puis ça amène beaucoup de choses, le fait que les gens réfléchissent par eux-mêmes, on va dire, proposent des solutions par eux-mêmes. Bah, ça permet aussi de, je trouve, plus ancré. euh, Souvent, ils se souviennent de cet atelier-là en disant, ben ouais, ouais, on en avait parlé, moi j'ai dit ça, toi, tu n'étais pas d'accord, et finalement, on va faire comme ça. Et je trouve que ça ancre encore plus le message, parce qu'on sait que malheureusement, après une formation continue, à quelques mois, on oublie souvent, malheureusement, beaucoup de choses. Et ça permet aussi d'ancrer certaines idées, certains points clés. Ouais, c'est super intéressant. Tu as dit beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'on aurait tendance à conseiller de faire ça sur justement les idées que tu veux que les gens retiennent après ta formation, les trucs phares, enfin les trucs principaux, effectivement. Et toi, ton retour comme ça, alors peut-être que tu sais pas, mais les participants, tu as l'impression qu'ils aiment bien ça.
Parce que dans ce cas-là, c'est eux qui produisent, ils sont participatifs. Toi, finalement, en tant que formateur, c'est ce que tu disais, tu régules, tu récoltes, tu mets en ordre, on va dire. Mais t'as cette sensation qu'ils aiment bien. Enfin, t'as quoi? Alors, j'ai la sensation que ça marche plutôt bien. Ils sont souvent surpris parce qu'en fait, j'en fais un assez tôt le premier jour. Donc Ouais. le premier matin, assez tôt, ça permet déjà de créer des connexions un peu dans le groupe. Donc tu sens que au bout d'une demi-heure, quand tu as fait un tout petit peu les présentations, revenus sur les attentes, enfin vraiment la base de la formation, et que tu dis, bon, bah, ok, maintenant, je vous présente deux cas cliniques, vous allez faire plusieurs groupes, chacun en prend un, vous le choisissez, et vous me dites... qu'est-ce que vous faites comme, notamment, par exemple, comme évaluation, comme bilan chez Mhm. ces Mhm. patients-là? En fait, ils se disent, bah, attends, la formation n'a même pas commencé, on nous demande déjà quelque chose. Ouais. Et en fait, bon, bah, il faut un tout petit peu les mettre dans le bain de ce premier parce qu'ils sont un peu surpris qu'il arrive, je pense, si tôt dans la. Mhm. Souvent, ils s'attendent à avoir beaucoup d'infos et après réfléchir. Bah, et là, je leur dis souvent, je leur dis, écoutez, on fait ça maintenant parce qu'en fait, moi, ça me permet de voir ce que vous faites chez vous au cabinet Mhm. et partir de ce que vous faites pour l'améliorer. Voilà, ça Mhm. sert à rien qu'on repasse du temps sur des choses que vous savez que vous faites déjà. L'idée, c'est toujours d'upgrader un petit peu les pratiques. Donc, celui du matin, il faut un peu le mettre en route et expliquer pourquoi tu le fais. Et en fait, tu te rends compte que le deuxième et le troisième, bah, ça se fait beaucoup plus spontanément Ouais. que le premier. Ok, bah super. Ok, merci beaucoup. C'est très intéressant. Autre question, quelle est la situation récurrente en formation qui peut te faire sortir de ta zone de confort, là où tu n'es pas à l'aise, où tu n'aimes pas, et est-ce que tu as trouvé des solutions, tu n'en as pas trouvé, qu'est-ce qui est compliqué, parce qu'on en a tous, et Ouais. toi, c'est Alors, quoi? écoute, moi, c'est une situation que maintenant j'ai réussi à gérer, mais que j'ai eu notamment au début et dans les Ouais, premières années, hein, où lors d'une formation, l'apprenant te pose une question et t'as pas la réponse, ouais, ou alors il te donne une info que tu ne connais pas. Et clairement, au départ, tu es là, tu es complètement déstabilisé en disant, non, mais attends, il me mentionne les résultats d'une étude que j'ai pas vue ou que j'ai pas lue. Comment mm, j'ai pu faire pour passer à côté du truc? Ou là, il me pose une question et tu dis, merde, il me pose une colle. Je vais passer pour un con parce que je sais pas répondre, etc. ouais, ouais. Et c'est vrai que ça te sort un peu du truc parce que, notamment, il y a, allez, oui, au début, quand j'ai commencé, il y a une dizaine d'années, on avait un peu cette image du formateur, un peu comme un enseignant qui savait tout et qui devait tout te transmettre comme ça. Est-ce que c'est Euh, plus ça maintenant? Bah Je écoute, rigole. on espère que ça évolue partout, Ouais. que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Non, mais voilà, pour revenir à cette situation-là, c'était un peu de ne pas avoir de réponse ou montrer que tu Mm, sais pas. mm. Et en fait, Ouais, finalement, c'est ça. aujourd'hui, ce que j'ai fait au fur et à mesure du temps, je me suis vraiment dégagé de ça. Et clairement, aujourd'hui, alors, je vais exagérer, mais j'attends ce genre de questions, de réflexion où je sais pas. Parce qu'en fait, Mm. ça te permet de rebondir, mais avec les autres apprenants. Tu vois, Ouais, quand quelqu'un te pose une question ou te donne une info que tu n'avais pas connaissance, ouais, tu dis, écoute, ok, super, j'ai appris un truc aujourd'hui. Moi, je suis là et ouais, j'ai appris un truc. Et les autres, est-ce que vous le saviez? Ou est-ce que les autres, moi n'ayant pas la réponse, est-ce que d'autres personnes auraient des éléments de réponse? oui. Et tu crées un espèce de gros atelier réflexif. Alors, rapide, parce que tu peux pas refaire des groupes, redonner 10 minutes, etc. Mais Ouais, bien sûr. en tout cas, tu redonnes vraiment un peu de réflexion. Et si là, vraiment, c'est calme plat, bah, souvent, ce que je fais, je me le note. Mm, euh, et puis, au sortir de la formation, parfois, tu repars avec trois, quatre questions qui sont restées un peu en suspens. Eh mm. ben, moi, je refais un peu de recherche biblio chez moi dans les jours qui suivent. Tu refais un mail aux gens en disant, bah voilà, j'ai trouvé deux articles, voilà un petit peu ce qui se dit. Je vous donne les articles, vous pouvez les lire. Ouais, Voilà, et tu viens compléter un peu ça par la suite. Et je trouve que ça passe relativement bien parce que tout le monde comprend que tu peux pas tout savoir sur tout, ou même sur un sujet en particulier, que voilà, les études, ça sort ouais. tous les jours. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, donc on a quand même la capacité de passer à côté de certains trucs. Donc finalement, ce qui était un inconvénient au départ, alors je dis pas que j'en fais un avantage, mais en tout cas, je retourne un peu la situation en disant, bah, moi j'ai déjà appris quelque chose. Et est-ce qu'ensemble, on ne peut pas essayer d'avoir une réponse? Est-ce que quelqu'un d'autre sait? Donc, des fois, tu as des gens qui disent, ah oui, si, moi j'ai entendu que peut-être ça. Donc, tu vois, c'est intéressant parce que ça permet Oui. aussi de rebondir et d'intégrer les autres apprenants. Ouais, tout à fait. J'allais dire, c'est vraiment très inclusif en fait. C'est très collaboratif à ce moment-là. Et tu saurais dire, hein, parce que on croit souvent des formateurs débutants qui sont comme tu étais, on va dire. Qu'est-ce qui a fait que t'as changé?
Tu vois, il y a un truc qui t'a fait que tu t'es dit, bon, maintenant c'est bon, quoi, ça va Bah, aller. écoute, il y avait toujours ce moment de blanc là où tu étais là devant les gens et je trouve que ça te décrédibilise plus de faire celui qui sait ou d'essayer de botter en touche ou d'essayer de Ouais, contourner le truc. ouais, Je trouvais que ouais, que ça décrédibilisait plus que de dire clairement, bah, écoutez, je ne sais pas. oui. Tu le dis avec aplomb, écoutez, je ne sais pas, j'ai pas la réponse à ta question, Mm. mais on va chercher ou mais que quand et tu rebondis, quelque Ouais, part, ouais, tout à fait. tu renvoies la balle, mais moi c'était plus ça, ouais, plutôt que d'essayer des fois d'inventer des trucs ou d'essayer de t'en sortir par des pirouettes, je trouve que c'était pas la bonne porte de sortie. Oui, puis surtout, les gens le voient, le ressentent, en Ouais, fait. Enfin, voilà, il y a pas, voilà, on n'arrive pas à faire illusion, quoi, quand même. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, super, merci beaucoup. Prochaine question. Alors, quelle formation as-tu réalisée avec Pédagogie Santé, donc avec moi? Et s'il y a un truc que tu as gardé, que tu retiens, un truc très concret que tu as envie de partager, ça serait quoi? Alors écoute, moi j'ai fait avec toi la formation de formateur, donc la Mhm, formation plutôt longue qu'on avait fait tous les deux en one-one. Euh, Écoute, cette formation-là, globalement, elle m'a vraiment permis de plus me structurer, notamment pour... en fait, le bilan de nos premiers échanges, c'est que j'étais encore dans un mode majoritairement transmissif. oui, Et du coup, il fallait mettre plus de pratique, plus de réflexif. Il fallait amener d'autres outils pédagogiques. Et ça m'a vraiment, voilà, j'ai redécoupé un petit peu la formation en disant, voilà, quelle séquence est absolument nécessaire en transmissif. mhm, Celles-ci, je les ai montées sous des formes de petites vidéos pré-learning que les gens peuvent voir et revoir chez regardant. eux. Voilà, pour garder vraiment ce côté échange et interactif, ce qui est en fait l'essence même de la formation, parce que si c'est pour que les gens t'écoutent, que tu sois sur un écran d'ordi ou face à toi, t'as pas la plus-value du présentiel. Donc Ouais. garder vraiment la plus-value du présentiel pour ça. Donc c'était mettre on va dire, moins de transmissif et encore plus de pratique, de cas cliniques, d'ateliers réflexifs, ce genre de choses. Ouais, c'est tout à fait ça, c'est bien. Et est-ce que maintenant que tu as un peu d'expérience dans ces nouveaux mots, en gros, ces nouvelles manières, enfin bref, ce changement par rapport à certaines de tes formations, est-ce que ça a changé quelque chose? Tu as l'impression? Pour Alors, toi ou pour les apprenants? moi, personnellement, je trouve la formation beaucoup plus dynamique. D'accord. C'est-à-dire que, on n'est pas sur un rythme monotone où tu es là et tu parles et tu passes les slides et tu parles et tu passes les slides. Et cette monotonie, on pouvait même nous, des fois, la ressentir en disant, bah, Voilà. punaise, qu'est-ce que c'est long? Hein, non, mais Ouais, je suis d'accord. alors que là, j'ai vraiment réussi à découper un petit peu les formations Ouais, et à y intégrer, à changer de mode transmissif, les ateliers, de la pratique, une pause, voilà, des choses un peu plus légères où tu sais que si tu peux passer rapidement dessus et que si c'est pas imprimé à 100%, c'est moins grave. Enfin voilà, ouais. cette organisation-là, ouais. Ouais, ouais, bah, super. Et c'est vrai que quand je t'entendais tout à l'heure parler de tes ateliers réflexifs, on est loin du modèle transmissif du départ, hein. Ouais, Super. ouais. Non, moi, je trouve ça super. Ok. Parfait. On a toujours des formateurs débutants. Alors, quand je dis débutants, c'est absolument pas péjoratif, mais des personnes qui débutent en formation ou qui commencent ou qui vont commencer, bref, et qui écoutent ce genre de podcast ou de vidéo parce qu'ils cherchent des avis, des conseils. Quel serait ton conseil à toi? Alors, ça peut être avec la casquette de formateur, ça peut être avec la casquette Mm. de responsable d'organisme, hein, ou les deux, comme tu veux. Écoute, moi je dirais que dans tous les cas, il faut être patient. Surtout aujourd'hui, où le monde de la formation continue, où on voit le nombre d'organismes se développer tous les ans, Mhm, les formateurs aussi, où parfois il y a quelques années, sur un thème, tu en avais deux, trois, aujourd'hui ils sont une dizaine. Euh, donc il faut être patient, ne pas brûler les étapes. Et en fait, quand tu débutes une formation, et même moi aujourd'hui, quand tu débutes un nouveau thème, ou mhm. quand tu changes un peu quelque chose, tu as toujours ce sentiment que ta formation, c'est la meilleure, ou en tout cas que tu as tout fait pour qu'elle soit vraiment hyper intéressante. Tu as mis les dernières études, tu as mis les derniers outils pédagogiques, tu as mis les dernières animations que tu as trouvées sur PowerPoint ou Canva. Enfin voilà, tu as passé du temps, une énergie folle là-dedans et tu dis, ça y est, Oui, j'ai une super formation, elle va cartonner. Et en fait, tu te rends compte que la première fois que tu la proposes,
ben, tu as un organisme qui t'annule, tu en as un qui te le fait avec 6, 8, 10 personnes, et tu es un peu, ouais, t'es un peu déçu. Et je crois qu'il faut vraiment être patient parce que aujourd'hui, bon, il y a plein de facteurs qui font que les gens viennent s'inscrire à une formation. Euh, faut qu'il y ait un, faut être un peu, alors je vais pas envie de dire reconnu, mais il faut être un peu Hmm. connu dans le milieu. Il faut avoir fait quelques, ben, on a tous débuté par des premières formations, donc ouais, je dirais de la patience et un peu de courage parce qu'au début, on est Mhm. souvent un peu déçu parce que tu dis, ouais, ça y est, j'ai quatre cinq organismes et puis on veut tout de suite grandir vite, tu sais, on envoie des mails à Hmm. des organismes, on essaie d'enfoncer un peu des portes parce qu'on veut tout de suite, bah, en fait, c'est comme tout, c'est comme une entreprise, voilà, il faut que ça grandisse, mais structurer peut-être une croissance lente. Moi, je dis Ouais. souvent, ce qui est important, c'est pas le feu de paille, c'est pas de démarrer, de faire une formation, d'en faire 10 15 pendant 2 3 ans et après qu'on t'oublie. Moi, je dis souvent, Ouais. essayer de durer. Et parfois, on en discute entre formateurs, alors plus ou moins Hmm. jeunes, et tu en as certains qui disent, ah ben, en ce moment, moi, ça fait 2 3 fois qu'on m'annule et tout. Bah, on essaye un peu de se remonter le moral ou de te motiver un peu en disant, écoute, toi, ça fait 20 ans que tu es là, c'est pas parce qu'on en a annulé deux que demain, il n'y a plus rien. Ou c'est pas parce que tu débutes et qu'on a annulé deux que tu monteras jamais. Donc, ouais, Oui. patience et persévérance. Ouais. Ouais, ouais, j'entends bien. Et toi, par exemple, en tant que responsable d'organisme de formation, t'es souvent démarché par des nouveaux formateurs. C'est à quel rythme pour que je me rende compte, qu'on se rende compte en fait? Écoute, ouais, entre 5 et 10 par an. Ok, ouais, Ouais, donc des nouveaux qui viennent te dire, voilà, ok, c'est ça. ouais, donc il y a de l'offre, ouais, ouais, ça tourne. Ok, ok. Bon, bah merci. Donc de la patience, de la persévérance pour durer. Moi, c'est ce que je retiens effectivement, et pour que bah, s'améliorer aussi dans le temps. On voit bien que les formateurs Ouais. qui se développent et qui changent leurs pratiques, c'est aussi des formateurs qui prennent de l'expérience en fait, hein. Et donc, ok, bah super. Juste la dernière. euh, alors, enfin, tu dis ce que tu veux sur le métier de formateur en santé. En fait, Ok. quelle est ta vision du métier de formateur en santé en 2026? Écoute, je vais faire assez simple. J'ai envie de dire que le formateur en santé, et plus particulièrement en kiné, Ouais, il doit évoluer comme la pratique de la kiné. Si je devais faire très caricatural, il y a 10 15 ans, ou même plus, même moi, quand j'étais à l'école, quand j'ai fait mes premières formations, d'un côté, tu avais le formateur 100% transmissif, ouais, et c'était je montre, vous reproduisez. Et vous reproduisez ensuite pareil chez votre patient. Et à cette époque-là, la kiné, elle était beaucoup passive, avec beaucoup de thérapie manuelle, de physio, de trucs. Et en fait, tu faisais tes techniques de thérapie manuelle comme le formateur te l'a montré. Eh ben, tu refaisais la même chose lundi avec ton patient. Donc, c'était vraiment ce côté transmissif. Et je dirais, l'apprenant était passif, un peu comme notre patient. mm, Alors qu'aujourd'hui, nous, formateurs, on essaye de rendre les apprenants actifs de leur formation, un peu comme les kinés essayent de rendre leurs patients actifs de leur prise en charge. Donc mm, voilà, moi je dirais l'évolution, elle est là, ouais. enfin, elle est là, en tout cas je pense qu'elle est là, et l'idée c'est bah, de rendre nos formations aussi dynamiques, aussi actives que nos Ouais. rééducations. Ouais, je trouve le lien très bon, très juste. Non, c'est vrai, c'est tout à fait ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord. Et on voit bien que l'évolution, en fait, elle se fait en parallèle, en fait, par rapport à ça. Et que, bah, du coup, quand on est kiné, moi, je reste persuadée, par expérience, qu'on a des compétences pour être formateur, parce qu'on a voilà, on a l'objectif d'autonomiser nos patients et en formation, on a l'objectif d'autonomiser les apprenants. Et donc, ouais, ok. Bon, bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces échanges, Christophe, pour le temps que tu as passé avec moi. Je te laisse le mot de la fin. La vidéo, elle se terminera là-dessus. Donc, D'accord. qu'est-ce que tu veux dire enfin? Et je te Eh ben, laisse la parole. écoute, je vais sortir ma célèbre citation de quelqu'un que j'ai déjà oublié depuis dont le nom m'échappe tout le temps, mais l'idée, c'est comme avec nos patients ou avec nos apprenants, c'est plutôt que de leur donner du poisson, bah, il faut leur apprendre à pêcher. Voilà. Et ça, je le sors. Alors, c'est pas très sexy, mais je le sors assez souvent. Et en fait, là, les gens comprennent tout de suite que, eh ben, on est là en formation pour non pas apprendre des outils et reproduire, mais pour réfléchir, s'imprégner d'un concept et ensuite être capable de le reproduire avec et de l'adapter surtout à tous les patients.
Ok. Ben, merci beaucoup, Christophe. Merci. À bientôt. Bonne À journée. bientôt. Merci. Salut. Voilà, tu as fait la connaissance de Christophe. Abonne-toi pour plus de vidéos.